on a créé cette statue de Bonaparte. C'était en 2010 que l'idée est venue à un groupe d'historiens ou de pseudo-historiens de marquer les passages de Bonaparte à Valence pour servir au régiment de la Fère en mettant en place une statue. On avait dans l'association déjà plusieurs sculpteurs, dont Jean-Paul Ravy, qui a relevé le challenge, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça nous a coûté cher et qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. La statue a coûté 67 000 €. Donc il fallait les trouver. Quand une association démarre, c'est pas évident. Enfin, on a eu toute une série de sponsors qui nous ont aidés. Et c'est lui qui a relevé le défi. Pour le visage, c'était assez compliqué, parce que quand on prend les premiers croquis des visages de Bonaparte, ils sont très différents. Nous, on a au moins une vingtaine de visages différents de Bonaparte. Il a été mis à toutes les sauces. Donc c'est difficile d'en tirer une synthèse indiscutable. Enfin, il s'est attaqué à ce challenge en utilisant le premier dessin qu'on connaissait de Bonaparte qui a été fait à Tournon. Donc il a fait le visage et après, pour faire le corps, c'est moi qui posais comme modèle, ce qui n'était pas facile, parce que je suis resté des jours et des jours avec un livre sur les genoux, comme ça je ne pouvais plus me déplier à la fin. Tout ça parce que j'ai le poids et la taille de Bonaparte quand il était à Valence. Donc c'était un clin d'œil. Et c'est plaisant pour moi. Donc, pour qu'il puisse faire cette statue qui a eu beaucoup de succès. On l'a développée comme ça, puis on l'a fait en petit modèle. On en a vendu 70 modèles comme ça. Valence, qui est une ville ancienne, puisqu'elle a été fondée en 121 avant Jésus-Christ, par un préfet romain qui s'appelait Quintus Maximus Fabius, situé au confluent de plusieurs routes que les Romains ont empruntées, donc c'est toujours le cas aujourd'hui évidemment, la vallée du Rhône, puisque Valence se trouve à 1 heure d'Avignon, 1 heure de Saint-Étienne, 1 heure de Lyon, 1 heure de Grenoble, donc une très très belle situation. Et puis de l'autre côté, l'Isère, la jonction entre ces deux fleuves se fait à Valence, donc ça a toujours été un lieu de passage, un lieu de bataille depuis la nuit des temps, quoi. Donc en 121 avant Jésus-Christ, il y avait 30 000 Romains qui remontaient la vallée du Rhône pour finir d'occuper la Gaule, et face à eux, ils se sont trouvés avec près de 200 000 Gaulois qui venaient soit de Savoie, soit qui venaient de la région de Clermont-Ferrand, les Arvernes. Ils se sont regroupés ici pour contrarier la montée évidemment des Romains. Ils étaient commandés par un roi gaulois qui s'appelait Bituite, et ce Bituite, il s'est noyé en traversant le Rhône, donc ça a mis la panique évidemment dans les troupes gauloises qui se sont complètement désarticulées, et les Romains les ont battus à plate couture, armée après armée. Les Romains sont restés sur place évidemment pour marquer l'empreinte de leur victoire, et ils se sont implantés sur un plateau qui s'appelle le plateau de l'Otagne, qui a des fouilles récentes encore qui ont été menées, et on a trouvé tous les restes de ce camp romain d'origine. Donc la ville de Valence, elle compte 77 000 habitants. C'est une ville qui est aussi donc la plus grande ville de Drôme-Ardèche, plus grande aussi pour toute la partie centrale donc de l'Auvergne, et elle est dirigée par un maire qui s'appelle Nicolas d'Aragon, qui a été élu il y a 10 ans maintenant. Cette ville, elle comporte un certain nombre de personnes célèbres, de personnages qui ont passé, comme Rabelais, comme le Dauphin, etc. C'est une ville qui, malheureusement, est restée un peu de côté, parce que les politiques de l'époque n'ont pas su valoriser cette ville. À l'époque, elle avait la même capacité, la même importance que Grenoble. Il y avait à Valence l'université qui est partie à Grenoble. On y frappait la monnaie, c'est parti à Grenoble. Il y avait à Valence l'armée, c'est parti à Grenoble. Donc il y a eu depuis 300 ou 400 ans des combats importants, même si c'est des combats sans mort, entre Grenoble et Valence. On continue aussi à avoir une grande concurrence entre Grenoble et Valence, par exemple sur le plan sportif, puisque en rugby, 2 grandes équipes de la région, c'est Valence et Grenoble. En football, c'est pareil, c'est Valence et Grenoble. C'est l'histoire qui se renouvelle sans arrêt. Alors parmi les personnalités, il y en a une évidemment qui a marqué la ville, et bien au-delà de la ville, qui a marqué presque le monde, c'est les passages de Napoléon Bonaparte. Bonaparte est venu à Valence la première fois avec son frère et avec son père. Il n'avait que 8 ans. Son père les amenait en France pour les faire éduquer par le roi, et donc ils ont dormi ici. Le passage exact, c'était le 24 décembre 1778, que Bonaparte avait 9 ans, quand il a passé sa première nuit à Valence. Après, il est revenu 18 fois en tout, et c'est toujours sous l'appellation, sous le nom de Bonaparte. C'est pour ça qu'on a créé une association importante
qui s'appelle Bonaparte à Valence, et non pas Napoléon à Valence. L'autre intérêt, c'est que concernant Napoléon, il y a des gens qui y sont allergiques, notamment allergiques à ses batailles, etc. Alors que Bonaparte, qui était un tout jeune homme, et quand il est revenu de façon plus pérenne, il avait 16 ans, donc on ne peut pas lui reprocher grand-chose. C'était un soldat anonyme parmi des anonymes. Et il est revenu en tout 18 fois à Valence. Alors il est revenu pour apprendre son métier d'artilleur, puisqu'il voulait au départ, quand il a poursuivi ses études, il voulait rentrer dans la marine. Sa mère a refusé parce que c'était dangereux. Donc il s'est reconverti, si on peut dire. Il a été muté vers l'artillerie, qui était l'arme noble à l'époque, parce qu'il était très fort en mathématiques. À Valence, il y avait un régiment, pour son premier passage, qui était implanté ici. C'était le régiment de la Fère. Et il a demandé à être muté au régiment de la Fère parce que le régiment de la Fère fournissait la garnison qui siégeait en Corse et qu'il espérait, par ce biais-là, retrouver la Corse. Ça ne s'est pas fait puisqu'il y a eu les événements de la Révolution, mais il a suivi 1 année et demie à Valence en 85-86. Ensuite, il a continué ses études, notamment à Auxonne. Il est revenu à Valence en 1791. À ce moment-là, le régiment de la Fère était parti. Puis on avait changé les appellations des régiments. Ils ne portaient plus le nom des colonels qui les commandaient, mais ils portaient un numéro. Et à cette époque-là, donc en 1791, c'était le 4e régiment d'artillerie qui était basé à Valence. Et c'est là, dans ce régiment, que Bonaparte a continué ses études d'artillerie. Quand il est arrivé à Valence, il est arrivé par le Rhône, déjà, ce qui est un peu original. Il a fait la première partie, Paris, Lyon, en calèche, et après il a pris le bateau pour arrivé à Valence. Il n'est pas venu tout seul, il était accompagné de plusieurs personnes qui étaient aussi dans la même situation que lui pour servir au régiment de la Fère. Il était accompagné par un de ses copains qui s'appelait Desmazis. Desmazis, son frère, était capitaine à l'époque dans le régiment justement de la Fère. C'est pour ça aussi qu'ils ont choisi collectivement de venir à Valence, parce qu'il y en a un qui avait son frère, puis l'autre qui pensait à partir de là rejoindre sa famille en Corse. Desmazis aussi, c'est quelqu'un qui était très lié avec Bonaparte. Concernant sa tenue, il avait une tenue effectivement, c'était la tenue officielle, une tenue bleue des artilleurs. Ils en changeaient chaque fois qu'il y avait un changement de grade. Il fallait qu'il ait une tenue de rechange quand il recevait des gens de passage, donc c'était un peu la tenue de gala. Bon, alors il se plaint dans certains courriers, effectivement, d'être un peu dans la difficulté, mais enfin bon, il n'est jamais mort de faim quand il était à Valence. C'est vrai que c'était une petite famille de petite noblesse, mais c'était quand même des nobles qui avaient des terres en Corse. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais on a gardé des traces des gens qui l'aidaient. Il n'était pas démuni. Contrairement à ce qu'on dit, Bonaparte n'était pas désargenté. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il n'était pas désargenté. Déjà parce qu'il fallait payer sa pension. Donc s'il avait été vraiment désargenté, il l'aurait pas fait. Il a payé la pension de son frère sur ses revenus aussi. Et il a été sans trop d'argent jusqu'à la campagne d'Italie. Puisque là, il s'est enrichi subitement, si vous voulez, sur la bête, si on peut dire. C'était comme ça. La difficulté provenait surtout de la période d'après la Révolution, et tout le monde était un peu dans le mouise. Donc, il en a souffert et il en a profité aussi, puisque subitement, il y a des tas de postes qui se sont dégagés dans l'armée. La majorité des nobles qui servaient ont foutu le camp. Et donc, les promotions ont été fulgurantes. On vous confiait un objectif, vous le réussissez, vous aviez la promotion, vous le réussissez pas, vous étiez guillotiné. Donc, c'était vite vu. Donc, il a profité, si on peut dire, de cette ambiance qui était à la fois morose, mais qui était aussi une formidable opportunité pour ceux qui avaient de l'entre-gens ou ceux qui voulaient se pousser. Donc, il connaissait évidemment beaucoup de monde à Valence, puisqu'il avait été recommandé par son père Charles à toutes les sommités valentinoises, et notamment les sommités religieuses. À Valence, on a la chance de disposer d'une grande institution, l'institution de Saint-Ruf, dirigée par un copain de son père. Et donc, il est venu ici, il avait plein de recommandations. Voilà pourquoi il est resté revenu ici à Valence. Ensuite, il aimait bien Valence parce qu'il y a fait beaucoup de rencontres avec des gens qui sont pour certains devenus très célèbres. Je pense au maréchal Victor, qui à l'époque de Bonaparte était tambour à Valence. Après ce maréchal Victor, il a épousé une épicière de Valence, et lui, il était rentré à la mairie de Valence, ce que personne n'évoque jamais, mais il était secrétaire à la mairie de Valence avant de devenir maréchal d'Empire, évidemment. Dans les autres personnalités qui sont passées à Valence, il y a évidemment Montalivet qui est né à Sarreguemines,
mais dont la famille était originaire de Valence, et Montalivet qui est devenu donc maire en 1790, que Bonaparte va nommer successivement donc préfet de la Manche, préfet de Seine-et-Oise, directeur des travaux publics, et puis ministre de l'Intérieur de 1809 jusqu'à la chute, 1815. Donc c'est une personnalité qui a sa statue sur les boulevards de Valence et qui a beaucoup marqué la ville. Dans les autres personnages, on a quelqu'un qui est très connu à Valence, parce que sa famille existe encore. C'est la famille de Sucy, Simon de Sucy, qui avait aussi l'âge de Bonaparte, et dont le père était commissaire des guerres. Traditionnellement, c'était une famille qui était toujours commissaire des guerres. Donc Simon de Sucy est devenu commissaire des guerres. C'est lui qui a présenté Montalivet à Bonaparte, qui a présenté toute une série de bourgeois de Valence à Bonaparte. On a aussi quelqu'un qui est devenu très célèbre, c'est Marc Aurèle. Marc Aurèle, c'est un imprimeur qui était installé sur la place des Clercs à Valence. C'était Pierre Aurèle, le père, dont le fils, qui s'appelait Marc Aurèle, était très copain avec Bonaparte. Et Bonaparte en a fait l'imprimeur officiel de l'armée d'Italie, puis de l'armée d'Égypte. Et Marc Aurèle est parti en Égypte avec Bonaparte. Et il y a beaucoup de souvenirs. Marc Aurèle, il est enterré à Valence d'ailleurs. Et la famille existe encore, le restaurant existe encore où il travaillait, donc voilà. Il y a toute une flopée comme ça de gens célèbres qui ont fait carrière sous Bonaparte, à tel point que j'en ai fait un livre dans lequel il y en a 2000 qui sont référencés. Oui, il y a de la matière. Que vous dire d'autre? Bien que Bonaparte était très fidèle en amitié, il ne fallait pas lui manquer, comme on disait. Tous ces gens qu'il a connus à Valence ont eu des promotions exceptionnelles. Alors à Valence, Bonaparte a rencontré aussi plusieurs personnes qui étaient extérieures à Valence. Je vous ai parlé de Simon de Sucy, mais il y avait aussi l'explorateur de Saint-Germain, Pernetti, qui était l'ancien bibliothécaire du roi de Prusse, qui s'entretenait souvent avec Bonaparte. Quand il est revenu la deuxième fois, il était accompagné de son frère Louis. Il dormait toujours chez Mademoiselle Bou. C'est là qu'il a lié connaissance avec Montalivet et avec Claude Perrin, qui va devenir maréchal de l'Empire. Et puis donc il y avait la famille du Colombier, dont Bonaparte essayait de séduire la fille, mais ça n'a pas marché. Caroline du Colombier, c'est celle qui était la plus célèbre. Alors parmi ses fréquentations, il y avait une très belle blonde, Amélie de Laurencin, il y avait une très belle brune, Adélaïde de Saint-Germain, et puis il s'est fait griller la politesse parce qu'elle a épousé donc Montalivet. Ils se sont battus tous les deux pour la même fille. Elle n'a pas choisi le lieutenant d'artillerie puisqu'a priori son père avait dit qu'il n'avait aucun avenir. Mais finalement, ça n'a pas été une bonne idée puisque c'est Napoléon qui a pris le dessus après. Et lui, il s'était rabattu avec plein de guillemets sur la mère, justement. Il avait dragué la mère, ça n'avait pas marché la fille. Il a dragué la mère qu'il avait vu venir de haut parce qu'elle avait évidemment 25 ans de plus que lui. Bonaparte à Valence s'est beaucoup promené, si on peut dire, mais il a visité tous les villages autour, dans la Drôme et dans l'Ardèche. Nous avons mis en place dans 40 villes des clous en bronze partout où il est passé, avec chaque fois l'explication de ce qu'il a fait dans cette ville. Il allait pour faire de l'escalade, il allait dans des villes pour visiter des institutions religieuses, il allait dans des villes au bal, il allait danser dans des villes de l'Ardèche, etc. Enfin bon, il a beaucoup bourlingué, et il en a parlé d'ailleurs toute sa vie durant. Il est resté très impliqué avec Valence, avec la ville de Valence. Donc je vous ai dit qu'il avait beaucoup marché autour de Valence, il a escaladé le massif de Crussol qu'on voit. Si vous regardez sur l'Ardèche, vous verrez le massif de Crussol. Il a visité la Chartreuse de Bouvante, il a visité Saint-Nazaire-en-Royan, Saint-Jean-en-Royan. Là aussi, à Saint-Jean-en-Royan, il a rencontré le maire qui s'appelait Étienne Grand et qu'il a nommé préfet après coup. Donc c'était tous les gens comme ça ont eu de belles promotions. Et aujourd'hui encore, il y a plein de... Dans ces villages qui sont un peu éloignés de Valence, il y a plein de ruines qui portent les traces du passage de Bonaparte. Soit dans leur désignation, on a par exemple au col des Limouches la ferme de l'Empereur. C'est en référence au passage donc de Bonaparte en 1786. Il a fait tout un circuit dans le Vercors et le site qui mérite le détour, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Trois Becs. C'est la montagne de Rochecolombe qui est à 50 km d'ici, et qui est une montagne qui culmine à près de 2000 mètres d'altitude et que Bonaparte a escaladé plusieurs fois. Donc il en parle dans ses mémoires, si vous voulez. Donc Rochecolombe, c'est un lieu intéressant dans sa légende, mais il y en a plein dans la région. Nous avons mis en place un circuit en Drôme et en Ardèche, partout où est passé Bonaparte, et un grand circuit qui a beaucoup de succès dans la ville de Valence.
il y a 26 points, c'est 26 points où il a séjourné, où il a mangé, où il a dansé, etc. On part de l'Office de tourisme de Valence, devant lequel il y a une statue de Bonaparte qui a été réalisée en bronze par Jean-Paul Ravy. On part de l'Office de tourisme, on se dirige vers la cathédrale Saint-Apollinaire, cette cathédrale qui a été incendiée en partie récemment, là. Et quand il est arrivé à Valence, Bonaparte, le premier soir de son arrivée, a assisté à la messe dans cette cathédrale. C'est une cathédrale très ancienne qui a été consacrée par le pape Urbain II, qui venait d'Avignon et qui allait prêcher la première croisade à Clermont-Ferrand. Donc il s'est arrêté à Valence et il a consacré cette cathédrale. À côté de cette cathédrale, il y a toute une série de points, justement, puisque la cathédrale se situe sur la place des Clercs. Et là, on a autour de cette place des Clercs, qui était la place importante à l'époque, le poste de garde qu'occupait Bonaparte. On a la maison de la famille Marc Aurèle, qui est là. Aujourd'hui, c'est un restaurant qui s'appelle La Cuisine, qui avant s'appelait le Napoléon. On a à proximité la maison des têtes, qui est une maison avec beaucoup de têtes sculptées, qui représente à la fois des anciens empereurs romains et puis qui représente les personnalités de Valence, qui représente aussi les vents dominants de la région avec des gros personnages qui soufflent, etc. Et dans cette maison, il y avait une famille dont les enfants avaient le même âge que Bonaparte, et Bonaparte allait évidemment les voir en permanence. On a à côté aussi une maison, aujourd'hui devenue aussi un restaurant, c'était la maison de Mademoiselle Bou. Aujourd'hui, c'est le bistrot des Clercs, chez Mademoiselle Bou, donc c'est là que dormait Bonaparte, au 2e étage. Et donc la maison existe toujours, même s'il y a eu évidemment, en 250 ans, quelques aménagements, mais ça existe toujours dans une rue qui s'appelle la rue du Lieutenant Bonaparte. Voilà, donc dans le centre-ville, comme ça, il y a beaucoup de points. On n'a pas loin des monuments qui sont des monuments que Bonaparte a connus, je pense au pendentif, je pense à des choses comme ça, mais on a aussi des endroits qu'il a fréquentés. Il y a le temple Saint-Ruf. Saint-Ruf, c'est un ordre religieux dont le siège était à Avignon, et comme cet ordre était devenu très très important, il y avait plus de 300 implantations en Europe. Ils ont mis dehors d'Avignon, si on peut dire comme ça, l'ordre de Saint-Ruf, et l'ordre de Saint-Ruf est venu se réfugier à Valence. Valence était très très marquée par cet ordre qui était un ordre important, et Bonaparte, évidemment, l'a fréquenté. L'ordre n'existe plus en tant qu'ordre, mais les bâtiments de la communauté existent toujours. On a posé des plaques. C'était un ordre très très important. On n'a pas loin non plus de l'ordre de Saint-Ruf toute une série de demeures qui étaient des demeures bourgeoises, la famille de Colombier, la famille de Saint-Germain, enfin toutes ces grandes familles qui toutes possédaient un hôtel particulier à Valence et qui possédaient ce qu'on appelle une campagne, c'est-à-dire un petit château dans les environs. Il y a autour de Valence toute une série comme ça de petits châteaux qui existent toujours et qui ont été occupés par des nobles de l'époque. Évidemment, ça a aujourd'hui changé, toutes ces maisons sont devenues soit des édifices publics, soit ont été réaménagés, évidemment, mais enfin, on a encore au moins les emplacements et l'histoire de tous ces bâtiments. La dernière fois qu'il est passé à Valence, donc, c'était le 24 avril 1814. Il était en route pour l'île d'Elbe et c'est la dernière fois qu'il a entendu crier à Valence « Vive l'empereur !» puisqu'après, à partir de Montélimar, tout le monde voulait lui faire la peau. Il était escorté par les Autrichiens, et ce sont les Autrichiens qui l'ont sauvé de la populace, ce qui est un peu paradoxal, mais bon. Nous, on en a gardé un petit souvenir qui malheureusement tend à s'estomper un peu puisque la ville de Valence n'est pas une fanade de son histoire, donc il y a beaucoup de traces de toutes les périodes depuis l'époque romaine jusqu'aux époques récentes et les traces ont toutes été effacées, il y en a très très peu qui ont été conservées. C'était Jean-Claude Ban. Jean-Claude Ban, président fondateur de l'association Bonaparte à Valence. Jean-Claude Ban est l'auteur de plusieurs ouvrages. Dictionnaire des Dromois de Napoléon ayant occupé des postes à responsabilité sous la Révolution et l'Empire et Les Dromois de la garde impériale aux éditions Région, ainsi que Napoléon Bonaparte et Valence entre histoire et mémoire dromoise, éditions et Région.